Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 54e émission de Et si on parlait de sport. Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous accueillir avec Laurent Garnier et nos chroniqueurs Inès Wifi, Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Charlie Bouissou. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 54e émission, nous accueillons Gaëtan Prime, président du GSC Blagnac Vélo Sport 31, Arnaud Dallapria, président de la Ligue Occitanie de football, Patrick Charon, conseiller d'animation sportive départementale jeunesse, engagement et sport, SDJUS 31, et Didier Don, coach professionnel et formateur. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour Pauline, et si nous tapions dans un ballon pour cette première mi-temps de notre 54e émission? Vous l'aurez deviné, nous allons parler de football, ce sport si populaire et attractif que nous connaissons tous directement ou indirectement. Nous sommes en plein Euro 2024, c'est donc l'occasion de vous faire découvrir ce sport collectif porteur de nombreuses valeurs. Découvrons ensemble où en est le développement du football en Occitanie, comment se structure-t-il et qui œuvre pour cela. Ce n'est pas tout, il n'y a pas que l'Euro 2024, il y a aussi les Jeux Olympiques de Paris et l'équipe de France olympique compte bien nous faire rêver. Nous reviendrons sur ce fantastique tournoi olympique en compagnie de nos invités. Dirigeons-nous, ou plutôt pédalons, vers la seconde mi-temps. Nous aborderons évidemment le cyclisme et sous toutes ses facettes. Cyclisme sur route, cyclisme sur piste, cyclocross, BMX ou encore VTT, aucune discipline ne sera oubliée. Ce sport qui engage le corps et l'esprit se pratique à travers la compétition ou en simple loisir. Nous découvrirons comment et où le pratiquer dans notre région. Nos invités seront là pour nous éclairer. Une petite virée vers le Tour de France s'impose. Et oui, cette course emblématique rassemblant les meilleurs cyclistes approche à grands pas. Bien sûr, nous n'oublierons pas d'aborder les épreuves de cyclisme aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais avant le coup d'envoi de cette 54e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Les principaux résultats sportifs de la semaine avec Charlie et Inès. On commence en athlétisme et la France a réussi ses championnats d'Europe avec 16 médailles, 4 or, 5 argent et 7 bronzes. L'équipe de France a terminé à la deuxième place du tableau des médailles, juste derrière l'Italie. Mercredi, les femmes du 4x100 mètres ont apporté une médaille d'argent à la France, tandis que Yann Schroub, 10 000 mètres, et Anaïs Bourgoin, 800 mètres, ont pris le bronze. Meeting de Nice, Maëlle Gouillette a remporté le 1500 mètres du Nicaïa en 3h32 minutes et 67 secondes, réalisant ainsi les minima pour les JO de Paris. En para-athlétisme, le Handisport Paris Open a souri aux para-athlètes français vendredi à Charletti avec un record d'Europe pour Timothée Adolphe sur 400 mètres T11 et les minima paralympiques pour Dimitri Pavadé en saut en longueur T64. On se dirige à présent vers la boxe et le championnat d'Europe mi-lourd à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Daniel Blenda dos Santos est le nouveau champion d'Europe mi-lourd après sa victoire face à Thomas Faure. En natation, championnat de France à Chartres, Florent Manodou a réussi le meilleur temps des séries du 50 mètres papillon en ouverture des championnats de France à Chartres. Toutefois, il ne disputera pas la finale d'un 50 mètres papillon qui n'est pas olympique. Et à présent le tennis avec le tournoi Challenger de Lyon. Hugo Gaston s'est imposé en finale en 3-7 face à son compatriote Alexandre Muller, 6-2, 1-6, 6-1. Il y avait également le tournoi WTA 250 de Nottingham. Diane Paris, qui disputait sa première demi-finale sur gazon de la saison dimanche, s'est inclinée en 3-7, 7-6, 1-6, 4-6 face à la Tchèque Karolina Pliskova. Tennis de table, star contender de Ljubljana en Slovénie, pas de troisième titre pour Félix Lebrun, battu 4-0 en finale par le Brésilien Hugo Calderano, 6e mondial. Pas de victoire non plus pour la Française Pritika Pavad, battue 0-4 en finale par la Japonaise Ina Hayata, numéro 5 mondial et première joueuse non chinoise. Et à présent du golf, il y avait l'US Open à Pinehurst en Caroline du Nord aux États-Unis. Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open. Le Français Mathieu Pavon termine 5e. En effet, le rêve de Mathieu Pavon de remporter son premier majeur est passé. Rapidement décroché du peloton des leaders, le Français a bataillé dans tous les secteurs de son jeu pour finalement arracher une superbe 5e place. Il termine à 3 coups de Bryson DeChambeau. Beach volley, la Nations Cup. L'équipe de France de beach volley a remporté la Nations Cup et se qualifie pour les JO de Paris. Carton plein. L'équipe de France enverra 4 paires, 2 chez les hommes, 2 chez les femmes.
dans le stade construit sur le Champ de Mars à l'ombre de la Tour Eiffel. Il y avait aussi du cyclisme sur route avec notamment le Tour de Suisse. Joao Almeida s'est imposé lors du dernier chrono. Adam Yates, son coéquipier, remporte le général final. Il y avait aussi le Tour de Slovénie et c'est l'Italien Giovanni Aleotti qui a remporté dimanche à Novo Mesto le Tour de Slovénie. La victoire d'étape est revenue à l'Irlandais Ben Healy. En cyclisme VTT désormais à la Coupe du Monde à Val di Sole en Italie, Pauline Ferrand-Prévot a remporté une nouvelle étape de Coupe du Monde dimanche à moins d'un mois et demi des JO de Paris 2024. Elle avait terminé deuxième à la veille dans l'épreuve du short track. En descente, chrono spectaculaire pour Amaury Pierron qui s'impose avec près de 5 secondes d'écart sur son poursuivant, l'américain Dakota Norton. Superbe victoire pour le Français. Et maintenant Charlie, on laisse le cyclisme pour l'aviron et notamment la Coupe du Monde de Poznan en Pologne. Les Français champions olympiques en titre, Hugo Boucheron et Hugo Androdias, n'ont pu faire mieux que 5e de la finale du 2 couples. Pour cette dernière compétition avant les Jeux, les bateaux français qualifiés pour Paris ont ramené 3 podiums. Victoire pour le double PL d'Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig, une deuxième place du double PL Claire Beauvais et Laura Tarantola, et enfin une troisième place pour le 2 de couple toute catégorie d'Emma Lunati et Elodie Ravera Scaramozzino. On prend désormais la direction du paracanoë au championnat d'Europe à Szeged en Hongrie. Rémi Boulet est devenu champion d'Europe à 35 ans. Il s'agit de son premier titre international. Étienne Hubert et Cyril Carré ont eux décroché une médaille de bronze en K2 1000 mètres. Ella Charvet, engagée en paracanoë catégorie VL3, athlète avec une fonction du tronc et une fonction partielle des jambes, s'est parée de bronze, sa première médaille internationale. Elle sera à Paris à la fin de l'été pour les Jeux paralympiques et peut nourrir des espoirs légitimes. Et maintenant parlons de football avec l'Euro 2024 en Allemagne. Pour son match d'ouverture à domicile, l'Allemagne a réalisé des débuts fracassants en écrasant l'Écosse sur le score de 5 buts à 1. Les Bleus se sont aussi imposés pour leur premier match dans cette compétition européenne. En effet, les Français ont vaincu l'Autriche 1-0. Mention spéciale à N'Golo Kanté qui faisait son grand retour en équipe de France. Il a été élu homme du match. À noter également la victoire des Pays-Bas face à la Pologne 2-1 dans le même groupe. En rugby à 15, des barrages de top 14, 4 essais à 2, les Rocheliers ont surclassé Toulon 29-34 samedi soir à Mayol lors du premier barrage de la phase finale du top 14 et obtiennent leur ticket pour les demi-finales vendredi prochain face à Toulouse. Victorieux du Racing 92, 31-17, 3 essais à 1. En barrage à Chabandelmas dimanche soir, les Bordelais ont obtenu leur ticket pour une demi-finale face au Stade Français samedi prochain au Matmut Atlantique. Du côté du match d'accession, vainqueur de Grenoble 18-20 lors du match d'accession, Montpellier reste en top 14 sans briller. Le MHR assure de justesse son maintien en top 14. Les Isérois, eux, resteront en Pro D2. Et on termine avec de l'auto-endurance et notamment les 24 heures du Mans. Ferrari s'impose aux 24 heures du Mans pour la deuxième fois d'affilée. Au terme d'un final pluvieux et à suspense, Ferrari a réussi à remporter les 24 heures avec la 499P numéro 50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen. Le podium est complété par la Toyota numéro 7 et la Ferrari numéro 51. Merci pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur les sports déchiffrés des Jeux Olympiques de 1896 à 2024. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie d'Inès Wifi et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les Jeux sous un angle un peu différent. C'est celui des chiffres entre 1896 et 2024. Pour cela, nous allons transformer notre chronique en quiz. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on y va. Tout à fait prêt. C'est parti pour les premières questions. Allez, on va commencer en douceur. Alors, en première question, Inès, combien d'épreuves y avait-il aux tout premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 ? Eh bien, 2 têtes. En 1896, il y avait 43 épreuves. Et alors, en 2024, combien il y en aura en 2024 ? Pour 2024, c'est un peu plus de ma génération. Je me suis bien informée. Il y en aura 329. Impressionnant, non ? Impressionnant, comme tu dis. Et une autre question, combien de sports étaient représentés en 1896 par rapport à 2024, Laurent ? Alors, c'est des questions pièges. Il faut aller rechercher un petit peu, mais je crois qu'en 1896, il y avait une dizaine de sports. Si je ne me trompe pas, il y avait de l'athlétisme, du cyclisme, de l'escrime,
du golf, de la gymnastique, de l'haltérophilie, de la lutte, de la natation, du tennis et du tir. Voilà, et je crois aussi que ces sports ont rassemblé à peu près 14 nations différentes, donc en 1896. Ce chiffre est monté, je crois, à 48, voire 50. 50, il y a eu, je crois, à Tokyo, et pour les Jeux à Paris, je crois qu'il y en aura 48. C'est ça, Laurent, parfait. Passons désormais aux nations les plus médaillées de l'histoire des Jeux Olympiques de 1896 à 2021. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 premiers pays ? Bien sûr, Pauline. Les États-Unis sont en tête avec 2655 médailles. Ce sont d'ailleurs les seuls à avoir dépassé le cap des 2000 médailles. Ils sont suivis par l'URSS avec 1122 médailles. Et de tête, encore une fois, j'ai une bonne mémoire, l'Allemagne avec 1001 médailles. Voilà, enfin, il faut savoir le calcul. L'Allemagne, c'était les 2 Allemagnes, c'était une Allemagne. Il y a de quoi aussi faire des petits calculs. Pareil pour l'URSS, aujourd'hui, il y a un mélange. Donc, il faudrait qu'on arrive à détailler tout ça. C'est vrai qu'il faut être bon en calcul. Voilà, c'est bon en calcul. Bien joué en tout cas, Inès. Maintenant, les Jeux paralympiques, quels sont les pays les plus titrés ? Eh bien, Laurent, qui d'autre que les États-Unis, encore eux, toujours eux, en tête avec 2283 médailles. Ils sont suivis du Royaume-Uni avec 1914 médailles, il me semble, et la Chine avec 1237 médailles. Ça, c'est bizarre, on voit plus du tout l'URSS là et puis l'Allemagne. C'est étonnant. Hein, c'est étonnant, ils ont disparu, ils n'ont pas de paralympiques. Alors, une autre question, est-ce que vous savez combien de nations n'ont jamais remporté de médaille aux Jeux Olympiques ? Oula, ça c'est un petit peu plus compliqué. Il y a déjà beaucoup de nations au départ. Les chiffres que je pourrais donner, ça serait 74 nations ou des entités qui n'auraient jamais gagné de médaille, pardon. Bien vu, Laurent. Passons aux sports les plus titrés pour la France. Quel sport a remporté le plus de médailles d'or pour la France, Inès ? Alors là, j'aurais pas mis cette piécette là pour moi. Et oui, attention, roulement de tambour, il s'agit de l'escrime avec 44 médailles d'or, suivi du cyclisme avec 41 médailles. Ah oui, il faut voir que dans le cyclisme, on parle beaucoup du cyclisme sur piste. C'est eux qui ont gagné le plus de médailles, parce qu'on a eu beaucoup dans ce domaine-là. C'était d'ailleurs, le cyclisme sur piste était le premier sport au départ. On tournait en rond, comme on dit, avant le cyclisme sur route. C'était plus en évidence. Voilà, c'est exact. Et le premier sport que les femmes ont pu pratiquer aux Jeux Olympiques. Attention, il y a un petit piège. On ne se trompe pas. Premier sport que les femmes ont pu bien sûr pratiquer aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous vous souvenez qu'elles n'avaient pas le droit de pratiquer beaucoup de sports, les femmes à l'époque ? Et oui, attention, ouvrez bien vos oreilles. Il s'agit du golf en 1896, même si malheureusement il a disparu ensuite pour Laurent ne revenir qu'en 2016. Oui, c'est exact. Quelle mémoire, Inès, c'est impressionnant. Parlons maintenant de distance. Quelle est la distance record séparant 2 sites olympiques en 2024 ? Laurent, peut-être que tu sais ? Oula, eh bien, je sais que je crois pour avoir lu en fait que c'est récent puisque si on fait un calcul, on part de l'Alliance Riviera qui est à Nice là actuellement jusqu'à un petit village qui se trouve à Tahiti, le Te'o-Upo. Et donc, si on fait un calcul à vol d'oiseau, je dis bien, ça fait à peu près 16 000 et quelques kilomètres, 16 385 pour 5 km pour des épreuves de surf, parce qu'effectivement, on l'avait déjà dit, mais c'est difficile de faire du surf sur la Seine, et donc on a été chercher plutôt une vague mythique à l'époque. C'est vrai que sur la Seine, ça aurait été légèrement compliqué. Et sinon, une nouvelle question, combien de sports ont disparu du programme olympique ? Alors ils sont nombreux, il faut savoir, il y a 14 sports au total, dont le baseball, le cricket, le croquet, le karaté, la crosse, le motonautisme, le jeu de paume, la pelote basque, le polo, les raquettes, le rock, le rugby à 15, le softball et le tir à la corde qui ont quitté le programme des Jeux Olympiques. C'est quoi le rock, Pauline ? Alors il s'agit d'une variante américaine du croquet. Donc le rock est un sport de croquet qui a été joué aux Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis. Contrairement au croquet traditionnel qui se joue sur de l'herbe, le rock se joue sur une surface dure. Et alors le rock a été inclus dans les Jeux Olympiques de 1904 comme je le disais, mais n'a pas été retenu pour les éditions suivantes, ce qui fait l'un des sports les plus éphémères de l'histoire olympique. Le croquet, vous savez tout ce que c'est quand même, c'est ce jeu avec des battes en bois et des petits arceaux. On voit aussi sur les plages de France, on joue à ça, c'est le croquet. Donc le rock, ça s'est joué sur des surfaces beaucoup plus dures. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est une petite éducation. Alors saviez-vous que 3 sports sont passés finalement des Jeux d'été aux Jeux d'hiver ? Et lesquels, Inès ? Eh bien Laurent, il s'agit du bobsleigh, du hockey sur glace et enfin un sport gracieux, le patinage artistique.
Fantastique Inès. Terminons avec les records individuels. Qui est le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, Laurent ? Ah, Michael Phelps, qui est l'Américain en natation, le célèbre albatros, comme on dit. C'est le sportif le plus titré, le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques. Et lui, il a gagné 28 médailles, dont 23 en or, remportés entre 2004 et 2016. Alors, si je peux me permettre, le deuxième plus titré est une femme. Il s'agit de Larissa Latinina. Il s'agit d'une gymnaste russe qui a obtenu, elle, 18 médailles. Oui, mais effectivement, il fallait que je te laisse à toi. Ça ne pouvait être que toi qui pouvais annoncer ça, cette information-là. Merci Pauline pour cette précision. Et une autre question, qui est le plus jeune médaillé olympique ? Alors, il s'agit du grec Dimitrios Loundras. À seulement 10 ans, il a gagné en gymnastique en 1896. Bon, alors moi, on m'a laissé l'autre question, bien sûr. Et quel est le plus vieux champion olympique, Inès ? Il s'agit de Oskar Swan, qui était un tireur suédois ayant participé à 3 Jeux Olympiques et qui a remporté en effet plusieurs médailles à 64 ans. Bon, c'est pas si vieux que ça, Laurent. Mais non, bientôt. Il remporte une médaille d'or en tir au cerf courant par équipe en 1912. Magnifique Inès, merci à tous les deux. Nous avons fait le tour de quelques chiffres incroyables des Jeux Olympiques. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Jeux Olympiques. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Arnaud Dallapria. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et oui, retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Arnaud Dallapria, président de la Ligue Occitanie de football. Avant de commencer, peux-tu nous présenter ton parcours personnel et professionnel qui t'a amené à cette passion du football ? Bonjour à tout le monde. Oui, donc je suis Arnaud Dallapria, président du football Occitanie. J'ai 47 ans. Dans le milieu du football, en fait, j'ai un parcours dans l'arbitrage. En fait, j'étais arbitre fédéral, puis président de la commission régionale d'arbitrage de la Ligue Midi-Pyrénées, puis de la Ligue d'Occitanie. Et jusqu'en 2020. Puis en 2020, j'ai stoppé mes activités liées à l'arbitrage. Et puis j'ai eu envie de proposer au club un projet pour le football. Donc je me suis présenté avec mon équipe à l'élection à la Ligue de football Occitanie avec un programme, un projet, et nous avons gagné. Donc depuis 2021, je suis depuis le 30 janvier 2021 président de la Ligue de football Occitanie. Dans ma vie de tous les jours, je suis enseignant, je suis directeur d'une petite école dans le Gers à Pujaudran. Et là, tu remets pas en jeu ton élection, là, on n'est pas dans la période d'élection, là, pour toi, non ? Nous, on n'est pas dans la période d'élection, nous, on est dans la période où on sert le football, et puis les élections, c'est qu'en novembre. Super. Alors, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu un match hier, tout simplement. Comment tu as ressenti cette première entrée de l'équipe de France dans cette Euro 2024 ? L'essentiel, je crois, sur les matchs d'ouverture, c'est de gagner, parce que ça permet de créer une spirale positive. Donc on a vu un bon match, une équipe installée. Après, on connaît aujourd'hui l'équipe de France avec des anciens, des tauliers, puis des nouvelles générations. Donc il y a un melting pot, j'allais dire, d'âge qui fonctionne bien. La mayonnaise semble avoir bien pris. Et puis hier, on a tous été subjugués par le retour d'N'Golo Kanté, bien sûr, après un petit séjour à l'étranger en Arabie Saoudite depuis un peu plus d'un an maintenant, et qui finalement hier a été le métronome de l'équipe. Ah, c'est indéniable que ça a permis à cette équipe de... On avait le sentiment qu'il était partout sur le terrain. C'était vraiment extraordinaire. Comment tu vois la suite de ce championnat d'Europe, toi ? Parce qu'il y a d'autres équipes quand même. On a vu que dans le groupe, donc les Pays-Bas ont battu la Pologne. Comment tu vois la suite, toi ? Pour l'instant, ce qu'on voit depuis le début de la compétition, c'est que tous les prétendants au titre sont au rendez-vous. Donc on risque d'avoir une compétition élevée, hormis la Belgique. Après, on risque d'avoir une compétition élevée. Voilà, l'équipe de France, on la connaît, c'est des résultats extraordinaires depuis de nombreuses années, un des favoris. Donc je pense que on craint tous un petit peu le nez cassé d'hier, il faut quand même en parler, mais on est aujourd'hui un des favoris, et je pense qu'on va avoir un bel Euro. Alors on aura l'occasion, on l'espère bien, donc avec la Ligue Occitanie, que des techniciens viennent nous voir ou nous racontent un petit peu avec leur œil de pro, qui nous expliquent un petit peu comment ils voient la chose. En tout cas, merci par rapport à ce petit témoignage, et puis il va se passer quelque chose dans quelques semaines. Et oui, effectivement, actuellement on est en plein cœur de l'Euro, mais il y a aussi les Jeux Olympiques qui approchent. Et c'est justement Paralympiques. Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est la France qui organise l'événement. Nos équipes de France féminines et masculines vont jouer à domicile. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette compétition qui arrive à grands pas ?
Oui, trois sélections, 2 pour les Jeux Olympiques, donc les garçons et les filles, le CC Foot aux Jeux Paralympiques. Donc voilà, on a quelques athlètes, notamment en CC Foot sur l'Occitanie. Chez les garçons, je pense que ça va être compliqué parce qu'on voit très bien que les clubs ne veulent pas trop libérer des joueurs, ce qu'à la fois on peut entendre et puis à la fois on peut aussi le regretter, même si a priori on aura un Toulousain dans l'équipe, puisque notre gardien Guillaume Rest, lui, il est déjà le TFC a dit qu'il libérerait les joueurs. Je vais te poser une question désagréable, mais ton sentiment personnel, toi, par rapport à cette position des clubs, par rapport à ne pas lâcher ces joueurs pour des Jeux Olympiques en France? Moi, je la trouve pas normale. Mais les Jeux Olympiques ne sont pas dans le calendrier de la FIFA. On sait, c'est la problématique du football et entre guillemets de sa puissance, puisqu'en fait aujourd'hui on a tellement de compétitions internationales, UEFA et FIFA, à partir du moment où ce n'est pas dans le calendrier, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer les joueurs. Moi je trouve ça dommage parce que les Jeux Olympiques, qui plus est cette année en France, voilà, c'est dommage. Ouais, on aurait pu avoir une très très belle équipe par rapport à ça. C'est ça. Alors côté féminin, comment ça va se passer, les Jeux Olympiques? Comme les garçons, l'équipe de France féminine est une équipe qui a des résultats, qui performe depuis plusieurs saisons. Donc on peut espérer avoir je ne sais pas si on peut avoir le titre, mais on peut espérer finir sur le podium. Alors il y a une différence quand même entre les garçons et les filles. Je pense que l'équipe de France féminine, je me trompe, tu peux, c'est la même équipe ou c'est aussi avec des U23? Comment ça se passe pour les sélections? Non, c'est les mêmes critères. Après, on subit un petit peu chez les filles. En fait, c'est l'avantage qu'on va avoir là chez les filles, c'est indépendamment des garçons, c'est que voilà, elles sont peut-être un peu plus libres et les clubs sont peut-être un peu plus enclins à les libérer pour l'image du football féminin et pour son développement. D'accord, donc on risque d'avoir quand même des pointures dans l'équipe de France. Oui. Ouais. On a une idée encore? Non, pas encore. C'est pas donné. Je sais plus. Je crois pas que la sélection a encore été annoncée. Honnêtement, je sais plus. Je sais que Thierry Henry est en train de réfléchir aussi, donc ça avance petit à petit. Thierry Henry est sur les 2 sélections, pardon. La liste des féminines n'est pas encore sortie. Et il s'occupe des 2 sélections? Non, il s'occupe des sélections de garçons. D'accord, pas chez les filles, d'accord. Les retours, donc un petit peu, on va revenir un peu sur notre région quand même, puisque tu es président. Quels sont un peu les derniers grands rendez-vous qu'il y a eu? Quelles sont les choses qu'on peut mettre en avant de cette année qui se sont passées? Tu parlais de projets tout à l'heure, donc il y a eu des choses qui se sont faites. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur l'Occitanie? Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut relever qu'aujourd'hui, on est à 186 000 licenciés. Donc ça, déjà, c'est la première chose qui s'est passée en Occitanie. C'est plus 15 000 licenciés dans le football. Donc ce qui est quand même énorme. Notre précédent record était à 170 000. Donc on a explosé les chiffres. Ça, on le doit au club et au travail qui est fait au quotidien. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, on a eu énormément d'événements organisés sur notre ligue cette saison. On a commencé en fait la saison par accueillir le tournoi UEFA qualificatif Women U19 à Colomiers et à Montauban. Donc on a eu 4 équipes internationales U19 qui sont venues et donc l'équipe de France a remporté le tournoi et est en train de continuer puisqu'elle continue son parcours cet été. Et ensuite, on a eu le plaisir et on a le plaisir d'accueillir en fait 4 finales nationales cette saison, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a commencé le 2 mai avec à Montpellier la finale de la Coupe de France féminine. On a enchaîné 15 jours après avec la finale de la Coupe de France futsal. Ce week-end, à Canet-en-Roussillon, on a le National Beach Soccer et puis on finit le 29 juin à Lourdes par le Footnet. Voilà, donc on a une activité au-delà de notre quotidien sportif, on a une activité riche et très très intéressante puisqu'on se bat depuis 4 ans pour faire rayonner la Ligue, notamment dans le football féminin qui est une activité qui me tient à cœur. Et donc voilà, le tour qualificatif UEFA en octobre, en novembre et puis la finale féminine en mai, ce sont vraiment deux marqueurs forts de la saison avec, mais peut-être que vous l'avez suivi, un lever de rideau, un match des légendes, puisque grâce à nos équipes et notamment Laetitia Chalay qui est élue avec moi sur le football féminin, on a organisé, on a invité l'ensemble, un grand nombre, une quarantaine de joueuses qui ont marqué l'histoire de l'Occitanie du football féminin à venir jouer un lever de rideau de cette finale à Montpellier. Les projets dans le même
ordre d'idée, on va passer nos Jeux Olympiques, on va redémarrer une saison en septembre. Quelles sont les grandes phases que tu as en tête ou que tu as préparées ? Alors là, on va revenir sur le quotidien. Forcément, aujourd'hui, au gré des saisons passées et des évolutions, des problèmes rencontrés, on analyse. Donc là, notre objectif principal pour la saison prochaine, c'est la réorganisation du futsal et son développement, puisque c'est un des points, on va dire, faible de notre saison. Toutes les ligues gagnent quasiment 10 à 15% de licenciés en futsal et nous, en fait, on en a perdu 10%. Juste une petite question pour le public, parce qu'on intéresse à un public plus large. Oui. Est-ce que tu veux juste préciser un petit peu le futsal, ce que c'est, en quelques mots ? Le futsal, c'est du foot en salle en fait. Ça se joue sur un terrain de hand, 4 joueurs, un gardien. Et donc voilà. Le ballon est différent. Le ballon est différent. En fait, il ne rebondit pas comme le ballon de foot en herbe. En fait, c'est pas un ballon en mousse non plus. C'est un ballon qui rebondit moins. Et c'est en fait un sport qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus vif, puisqu'on est sur des efforts intenses et courts, contrairement j'allais dire, au foot en herbe où une contre-attaque, c'est quasiment 70 mètres. Là, on est sur des efforts de 15 à 20 mètres, énormément de technicité dans le mouvement, et c'est très, très spectaculaire. Voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour les auditeurs, c'est de comprendre l'évolution de cette pratique qui, finalement, il y a 15 ans, on avait les finales régionales ce week-end, on en parlait avec les dirigeants de Montpellier Méditerranée Futsal, qui montent en D1 Futsal, qui rejoint l'UJS sur Toulouse. Il y a 15 ans, en gros, le futsal, c'était un petit peu le sport, on va dire, issu des quartiers, qui n'avait pas forcément une bonne presse, avec beaucoup d'agressivité de bagarre. Aujourd'hui, quand on voit le futsal, c'est un vrai sport de salle. On vibre comme sur un match de hand, avec à tout instant, à chaque seconde, il peut y avoir des buts. Donc voilà, c'est un sport qui s'est vraiment développé de manière très positive et qui est une vraie alternative à la pratique du foot en herbe. Le seul problème qu'on rencontre là-dessus, c'est qu'il faut partager les créneaux dans les gymnases, et ça, c'est un peu plus compliqué de le faire accepter. Ça, c'est un problème de programmation. J'ai envie de zapper un petit peu sur... tu parles de futsal et en même temps, il y a une dynamique, moi j'ai connu ça à l'époque, mais le beach soccer aussi. Oui. Parce que c'est un sport qui s'est aussi pas mal développé, où il y a une grosse dynamique. Par contre, c'est hard parce que c'est sur le sable. Oui. Aussi, vous travaillez là-dessus ou moins dans la ligue peut-être ? Non, on y travaille. Après, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour autant, on a une équipe de beach soccer en Montauban. Voilà, donc là aussi, on tord un petit peu le coup au fait que le beach soccer, ça se joue en bord de plage. Bien sûr, la région héroltaise est beaucoup plus développée, mais de mémoire, donc on a Montauban, il me semble qu'on avait une équipe aussi dans le Lot et une équipe dans le 65, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est beaucoup plus conventionnel, c'est beaucoup plus compliqué aussi à développer, c'est sûr que... Mais voilà, ça se fait petit à petit parce que on essaie d'installer dans certains secteurs des terrains et donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc toi, au niveau de l'Occitanie, tu as décidé dans ton projet, d'après ce que je comprends, de développer, bien sûr, continuer à travailler au niveau du foot en herbe, mais aussi de faire, comme font beaucoup de sports finalement, tous ces sports, toutes ces disciplines un petit peu qui se sont greffées sur la discipline traditionnelle. C'est un petit peu ça l'idée du projet. Oui, l'idée elle est claire, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a laissé partir le foot à 5, donc sur ce qu'on appelle les fives, en fait, on l'a laissé partir dans le sport marchand, on va dire, et ça a été une erreur de la fédération, clairement, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de licenciés, de pratiquants sans licence, qui sont dans ces fives-là. Voilà, donc ça c'est un des objectifs, c'est de les faire revenir, mais aussi aujourd'hui on est comme l'ensemble de mes collègues fédérations sportives sur le sport santé. Donc aujourd'hui on a développé une licence qui s'appelle Sport Santé qui permet de pratiquer le foot en marchant, le foot net, et il y en a un troisième qui va m'échapper maintenant bien sûr, mais donc voilà, donc 3 activités en fait sportives qui permettent en fait à toutes les personnes de vouloir pratiquer. Le foot en marchant, ça s'adresse principalement aux personnes en difficulté motrice, donc un peu plus âgées ou avec certaines difficultés. Le foot net, c'est l'ancêtre, enfin on a connu, c'était le tennis ballon. Et puis voilà, celui que je cherchais, c'est le fit foot en fait, qui est du fitness avec un ballon de foot qui s'est développé pendant la période Covid où les clubs
se sont réinventés et c'est aussi pour ça que le football a pu traverser le Covid d'une manière beaucoup plus, je veux dire, sereine que les autres sports qui étaient en salle ou avec contact. Nous, on a pu se réinventer en étant déjà à l'extérieur. Ça a été une grande aide. Et puis l'étape suivante, ça a été de créer cette licence sport santé. Justement, en parlant de développement, là, Arnaud, tu viens de nous parler de l'évolution du futsal, du beach soccer, du footnet. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la place des féminines dans le développement du football ? Oui, la place des féminines, le football féminin en Occitanie est en plein essor. On a dépassé les 20 000 licenciés cette saison. C'est sûr qu'on a fait un gros travail avec Laetitia et ses équipes pour féminiser. Les compétitions qu'on a organisées nous permettent aussi, nous, de surfer sur cette dynamique. Je me suis battu, mais ça, je pense que tu le sais, Inès, puisque tu es issu du pôle espoir, mais je me suis battu dès mon arrivée pour que le pôle espoir qui était sur les années lycée passe en préformation comme les garçons, ce qui est le cas, puisqu'à part Clairefontaine et nous, il n'y en a pas d'autres pour l'instant, ce qui nous permettait aussi de développer le football féminin plus tôt et donc de permettre aux jeunes filles de performer plus rapidement et de créer une dynamique. Voilà, parce que le football féminin aujourd'hui, la gestion du football féminin est totalement différente en fait. La mixité, c'est très bien pour les filles qui veulent performer, mais les filles qui veulent faire du loisir, souvent ne se retrouvaient pas dans la mixité. Donc on est toujours entre les deux, entre celles qui veulent performer et qui doivent rester avec les garçons parce que parfois elles n'ont rien à leur envier, et puis celles qui veulent faire, j'allais dire, du football plaisir, et il faut arriver à leur proposer aussi cette pratique-là. Et puis en même temps, la féminisation des instances est stratégique parce que bien sûr que les femmes ont toute leur place dans la féminisation, enfin dans les instances. Tu as évoqué rapidement tout à l'heure le pôle sport. Est-ce que tu peux juste expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ces structures ? Alors, les pôles espoirs, des pôles espoirs garçons, il y en a dans chaque ligue. Des pôles espoirs filles, il commence à y en avoir à peu près dans toutes les ligues. L'idée d'un pôle espoir, c'est qu'on regroupe les garçons ou les filles, du coup, d'une ligue. Alors, pas tout à fait le même découpage. Par exemple, nous, on récupère le Cantal en Occitanie, mais on laisse le Gard à la Méditerranée pour des questions de distance. Et on récupère vraiment des promotions de 15 à 16 joueurs, donc 13 ans, 14 ans, et les meilleurs de la région qui sont détectés par les districts, donc l'équivalent des départements chez nous dans le football. Dans les autres sports, ça s'appelle les comités départementaux. Au fur et à mesure, en fait, il y a une sélection qui se fait, et à l'issue, on garde pour chaque classe d'âge les 15 à 16 meilleurs qui sont dans une structure fédérale en fait de haut niveau avec un encadrement spécifique. Donc voilà, un suivi médical. Et donc voilà. Et puis alors chez les filles, on n'a pas encore de grands noms qui sont sortis, mais pour donner une idée en fait à nos auditeurs, de Philippe Mexès à Nicolas Bayot dont on parlait tout à l'heure, Alban Lafont, Gaël Clichy, Adrien Rabiot qui est à l'Euro actuellement, ce sont des jeunes qui ont été formés à Castelmourou au pôle espoir. Et on espère que dans quelques années, on aura des jeunes filles qui seront internationales issues de Castelmourou, enfin de Blagnac et de Castelmourou. Justement, auparavant, issu du pôle espoir de Blagnac, il me semble qu'il y a Valérie Gauvin qui a été en équipe de France. Bon, ça remonte, mais elle en a fait partie. Et cette année, elle jouait justement à Montauban aussi, elle est revenue dans la région. Et on avait une dernière question, Arnaud, c'était est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer et pratiquer le football dans la région ? Oui, alors j'aurais 2 conseils. Un, c'est de ne pas écouter les stéréotypes sur le football où c'est un sport de voyous, il n'y a pas de valeur, etc., etc. Je rappelle que le football, 186 000 licenciés, a les mêmes valeurs que tous les autres sports. Voilà, donc c'est un sport, comme tous les sports, de partage, de dépassement de soi, d'échange. C'est un sport collectif. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est de se rapprocher de son club. On a près d'1 million de clubs en Occitanie. Donc, voilà, si vous avez envie de pratiquer le football, il ne faut pas hésiter. Même si je suis président de la Ligue de foot, moi, je trouve que quand on est jeune, c'est bien de pratiquer, de goûter un petit peu à tous les sports parce que je suis un vrai passionné de sport. Et donc voilà, mais il faut aller dans les clubs et puis après soutenir nos équipes de France, quelles qu'elles soient. Merci Arnaud. Si on veut plus de renseignements, on a le site occitanie.fff.fr, c'est ça ? Oui, c'est le site de la Ligue de football Occitanie. Et normalement, il y a un onglet où on peut trouver tous les sites des districts. Et après, en proximité, dans les mairies, on trouve en général les clubs. Les clubs de foot, on a la chance d'en avoir dans presque toutes les villes.
Super, merci pour ces précisions. Merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets et le développement du football en Occitanie. Bons Jeux Olympiques et nous aurons plaisir à vous recevoir à nouveau dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, et puis on espère recevoir évidemment tes techniciens qui seront les bienvenus. Avec grand plaisir. Et si on parlait de sport, la chronique. La chronique sport et préparation mentale avec Didier Don. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Didier, on le rappelle, tu es coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage and Talent avec 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau. Tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Exact. Bonjour Didier. Bonjour. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi faire appel à un préparateur mental ? Eh oui, dure question. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un pays où, en fait, le préparateur mental, comme le coach, puisque le coach mental, c'est fait appel à la psychiatrie. Et en fait, ce sont des gens malades, mais pas du tout. En fait, on est vraiment dans une recherche de performance, on est dans une recherche de bien-être, on est dans une recherche de changement, mais pas du tout dans la pathologie. Ça, c'est réservé aux thérapeutes. Nous ne sommes pas thérapeutes. Donc, la première des choses, c'est pourquoi on fait appel à un préparateur mental. Souvent, c'est dans le sport. C'est quand mes résultats compétition ne sont pas là. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme majeur ? C'est quand, en fait, à l'entraînement, je suis super fort et dès que j'arrive en compétition, je perds tous mes moyens. Ou alors, comme j'ai eu le cas, beaucoup d'athlètes qui sont sur des échéances majeures comme les Jeux Olympiques, champions du monde, et leur mentor, leur papa, leur entraîneur décèdent à ce moment-là. Et là, ils perdent appui, ils perdent leur ancrage. Et là, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va un peu les remobiliser, qui va faire en sorte que derrière, ces gens-là, ils se retrouvent leur potentiel et surtout leur envie et la clé de leur succès qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, mais ils l'ont perdu parce que dans la vie, ça marche comme ça. Surtout un soutien mental. Et c'est surtout un soutien mental. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je considère que les gens, quand ils viennent me voir, je parle des athlètes, ils arrivent à un moment donné à une échéance où derrière, ils ont besoin d'être rassurés en permanence. En fait, le préparateur, il va rassurer tous les doutes, il va rassurer tous les événements de la vie qui va faire que derrière peuvent te créer des vibrations négatives ou de la non-performance, et tu es juste là pour l'encadrer, le secouer et le remobiliser par rapport aux événements qui vont arriver. C'est le genre de choses que les coachs sportifs justement ne peuvent pas vraiment faire, c'est vraiment dédié au coach mental. Donc il faut quand même avoir quelques bases en neurosciences. Moi je suis formé 10 ans en neurosciences, je suis allé me former aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressé à la notion de l'inconscient. Pourquoi à un moment donné cet inconscient il prend cette route plutôt que celle-là, et celle-là je m'aperçois que elle me va pas, donc comment je vais? Alors paradoxalement, dans une société en France où on est quand même assez pessimiste et assez négatif dans notre façon de penser, il faut remobiliser cette énergie-là. Bon, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais après dès que la personne a compris, elle n'a plus besoin de nous, elle sait maintenant de par elle-même aller chercher sa performance en elle, puisque la performance émotionnelle, elle est à nous, quoi. Elle est à nous. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche bien, quoi. Et c'est aussi ça la différence avec le préparateur sportif. Et en fait, le préparateur, le sportif, l'expert, il part de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi, je travaille de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, comment ces émotions vont générer un mouvement, un geste parfait pour pouvoir exceller, mais alors que son potentiel, il l'a, puisqu'il l'a acquis. Merci Didier. Avec Tout plaisir. renseignement, ton site internet, engagetalent.didierdon.fr. Exactement. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Gaëtan Prime. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Gaëtan Prime, qui est le président du GSC Blagnac Vélo 31, et Cathy Moncassin, qui est vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, en charge des activités jeunes et des relations avec le monde scolaire, et manager-entraîneur général du GSC Blagnac Vélo Sport 31. Je me suis pas trompé ? Sur la première, t'as oublié sport, mais c'est pas grave. Sport. Bon, ben voilà. Donc, je fais la rectification. Merci. Bonjour d'avoir à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous accueillir dans cette émission. On va d'abord vous demander quelques mots sur vos parcours à tous les deux. Honneur aux dames, on va dire. On va demander à Cathy de se présenter, de nous expliquer un peu son parcours et ce qu'il a amené personnel et professionnel. Et ce qu'il t'a amené aussi à cette passion pour le cyclisme, Cathy. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, donc, voilà, Cathy Moncassin. J'ai 47 ans. J'ai fait 20 ans en équipe de France. Voilà, j'ai pratiqué le cyclisme à haut niveau. Ma spécialité, c'était plutôt la piste. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Je suis passée par l'école de vélo et puis aujourd'hui, je suis entraîneur général du GSC Blagnac Vélo Sport 31 où j'apporte ma motivation, mon savoir-faire et voilà et tout ce qu'il faut pour former les futurs champions. Merci beaucoup. Voilà, donc après il y a tellement de choses à raconter que oui, mais on va prendre le temps de raconter. Tu me poseras des questions parce que on va c'est prendre trop le long, temps. hein. On va prendre le temps. On va continuer donc la présentation de Gaëtan Prime. Donc petite présentation de qui est Gaëtan Prime. Gaëtan Prime, 48 ans puisque je vois que Cathy a commencé comme ça. Donc 48 ans, président de club depuis 2004 et notamment du GSC Blagnac Vélo Sport 31 depuis 2012. Voilà, et puis accessoirement pilote sur les épreuves internationales organisées par ASO et l'UCI. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion du cyclisme, Gaëtan ? Cathy. Cathy, voilà. Je pratiquais pas mal de sports puisque j'étais militaire de carrière dans un régiment parachutiste et donc on faisait beaucoup de sport et en rencontrant Cathy en 97, 98, c'est vrai que j'ai regardé ce qu'elle faisait et puis ça m'a plu et donc j'ai suivi un petit peu, j'ai appris un petit peu sur le tas, j'ai participé à quelques courses et puis vite fait je me suis aperçu que je ferais pas une carrière chez les professionnels. Donc je me suis dit on va faire une carrière de dirigeant, auquel cas j'ai passé comme beaucoup les brevets fédéraux d'éducateur, d'école de vélo, d'entraîneur, minime, cadet, junior, avec notre regretté Maurice Ossenac qui nous a appris la passion de tout ça et le plaisir d'éduquer. Et puis c'est vrai qu'avec Cathy on s'est lancé dans l'aventure de créer notre propre club en 2004 et puis, on en reparle tout à l'heure de ce club. Justement, alors on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques semaines du départ du Tour de France. Donc je rappelle qu'il démarre le 29 juin en Italie et qui va jusqu'au 21 juillet. Cette année, il arrivera à Nice. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations quand même sur ce parcours qui est un peu original cette année et puis quelque chose sur les participants? Est-ce qu'il y a des participants qui sont aussi de l'Occitanie? Oui, je pense que toutes les sélections ne sont pas faites parce que là, toutes les équipes attendent les championnats de France ou les championnats nationaux pour donner les dernières cartes, les dernières sélections, voilà, tout à fait. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on espère qu'un Anthony Pérez fera partie de sa sélection, de son équipe. Et après, au niveau des coureurs d'Occitanie, il en reste qu'un seul. Après, c'est Benjamin Thomas, parce qu'il y en a plus beaucoup. Après la retraite qu'on a eue chez nous T'as Quentin Paché, je pense qu'il fera le tour. Ouais. Et Benjamin Thomas, il sera aux Jeux Olympiques, donc il ne pourra pas tout faire. Donc voilà, voilà. Les gars attendent beaucoup des championnats de France. Et puis c'est vrai que je l'ai oublié parce que c'était certainement une question qui va arriver après. Les Jeux Olympiques aussi vont aussi prendre des coureurs dans les équipes pour aller se concentrer qu'aux épreuves olympiques. Quelques mots sur le parcours. T'as eu le temps de regarder un peu ? Ouais, un tout petit peu. Je sais qu'on va recevoir le livre de route, on va pouvoir plus le regarder en détail, mais déjà sur la carte, on sait que c'est un départ en Italie qui va pas forcément être très facile d'entrée. C'était un petit peu comme l'année dernière sur le départ du Tour du Pays Basque où tout le monde pensait que ça aurait été un peu de la rigolade et tout de suite ça a mis quand même
des bons coups de pétard sur les premières épreuves, ça a fait mal. Je pense que là, ça va être un peu pareil, un peu dans le même principe. Et après, on va rester quand même pas mal sur le sud de la France. Et donc, hormis quelques étapes de transition, après, on va vite retrouver quand même les montagnes. Tu fais partie des motards sur le Tour de France. Est-ce que tu peux nous présenter ton quotidien au mois de juillet depuis de nombreuses années et comment est l'ambiance sur le Tour ? Déjà, c'est une ambiance très festive, puisque en général, les gens sur le Tour, ceux qui travaillent ou ceux qui viennent le voir laissent en général les ennuis malheureusement de côté à la maison pour venir un petit peu se divertir. Là aussi, pour beaucoup, on n'est tous que des vacataires, donc ça veut dire qu'on a autre chose à côté que motard du Tour de France. Et donc le quotidien, écoute, on se réveille assez tôt en général le matin pour rejoindre la ligne de départ par un itinéraire défini, et puis après on fait l'épreuve en elle-même à nos différents postes. Donc moi cette année je serai pilote commissaire, donc au poste de pilote commissaire. Il y en a 4 sur le Tour de France, 4 à moto principalement, et donc tous les jours on change, ce qu'on appelle, on a 4 positions, une avant, une 2, une 3, une 4. La 4 c'est celui qui se retrouve en général derrière le peloton, et donc on tourne comme ça tous les jours, et puis une fois qu'on a fini l'épreuve, en général on se concentre à aller prendre soin de la moto pour pouvoir la repréparer pour le lendemain, que ce soit en ravitaillement, en pneumatique, selon les kilométrages, parce qu'en général, un Tour de France, c'est entre 6500 et 8000 km, ça dépend des années. Et puis le soir, on se retrouve tous les motards à l'hôtel, on boit un petit coup, on parle entre nous de ce qui s'est passé dans la journée pour un petit peu corriger s'il y a à corriger, d'une manière assez conviviale. Et puis après, on va dîner et puis on va se coucher. Nous venons de le voir avec le cyclisme sur route au travers du Tour de France. Il y a bien sûr de nombreuses courses tout au long de l'année, à tous les niveaux, mais le cyclisme, c'est aussi de nombreuses disciplines qui seront, elles, présentes aux Jeux Olympiques. Quelques mots sur ces épreuves de cyclisme et un focus particulier sur les qualifiés qui seront présents aux Jeux Olympiques. Et est-ce qu'il y a des qualifiés qui proviennent de l'Occitanie ? Tiens, et si on peut lancer ça sur Cathy, qui suit ça de très près. Cathy, est-ce que tu as écouté la question Non, il a eu peur que je m'endorme, là, c'est pour ça. Non. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus ? Justement, on fait la liaison entre le Tour de France et cet événement extraordinaire des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? Les Jeux Olympiques, il y a des sélections qui arrivent au fur et à mesure. On a déjà eu des sélectionnés routes, des sélectionnés VTT. Là, on attend les sélectionnés pistes. Voilà, on espère que notre petite Valentine Fortin, donc qui a été formée au club de l'âge de 4 ans et demi à 18 ans, y participera. Voilà, parce que c'est une pilier de l'équipe de France de poursuite olympique dames. Donc on espère vraiment qu'elle y sera et qu'elle pourra une nouvelle fois participer aux Jeux Olympiques. Et c'est prévu pour quand toutes ces sélections là ? T'as une idée Ça va pas tarder là, c'est à la fin du mois. D'accord, donc il y a encore des championnats de France, il y a encore des compètes qui arrivent quoi. Non, mais c'est surtout ils sont en préparation. Après les annonces se font au fur et à mesure. Mais bon voilà, les filles se préparent pour les Jeux Olympiques. Elles ont gagné leur place au niveau des coupes du monde, donc voilà, il devrait pas y avoir de surprise. Valentine devrait participer aux Jeux Olympiques. Voilà, alors, il y aurait pas de surprise là-dessus. Une petite particularité qui s'est glissée dans le programme. On passe donc du Tour de France aux Jeux Olympiques, mais les femmes vont faire leur Tour de France, elles, entre les deux. J'ai cru lire ça. Tu peux nous en dire un petit peu ? Voilà. Juste après les Jeux Olympiques, en fait. Et avant le Paralympique. Et avant le Paralympique, ouais, c'est exact. Donc, quelques mots sur ce Tour de France, là, 3e édition ? Sur ce Tour de France, après, c'est une très très belle épreuve. C'est vrai que les filles, il leur tarde de participer à cette épreuve-là. Moi, je sors du Tour féminin des Pyrénées qui avait lieu ce week-end, organisé par Elisabeth Chevan-Brunel et toute son équipe. Donc c'est vrai qu'on a vu des filles qui vraiment avaient un très beau niveau et qui avaient hâte de disputer les Jeux Olympiques et le Tour de France. Voilà, on avait une équipe comme la Boral là qui elle est sélectionnée pour sa première année sur le Tour de France et qui a gagné l'épreuve. Donc voilà, on a vu du très beau niveau déjà ce week-end dans les Pyrénées. Et tu seras toi-même sur le Tour de France féminin ? Oui, je serai sur le Tour de France féminin et puis j'ai la chance cette année d'être sélectionnée pour faire aussi les Jeux Olympiques. Voilà, en tant que pilote commissaire et je serai la seule femme à l'échelon course à conduire. Donc c'est vrai que pour moi c'est une vraie fierté et une récompense voilà pour le travail que
je fournis. Bon, on pourra se permettre d'interroger pour faire une petite chronique à distance alors à ce moment-là. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, après, à partir du moment où je suis au volant, c'est terminé. Là, le téléphone est débranché et on est bien d'accord, sécurité avant tout. J'imagine que tu roules pas toute la journée, mais avoir tes impressions, quelques mots pour nos auditeurs, ça peut être sympa à l'occasion. Oui, donc, si tu es d'accord, on te rappellera. On va continuer notre interview parce que il y a d'autres choses encore à découvrir. Comment ça se passe un petit peu maintenant? On va revenir sur notre région. Vous êtes tous les deux vraiment en plein dans la région d'Occitanie. Comment ça se passe un petit peu le cyclisme ici? Comment ça se passe? C'est une vaste question. On sait très bien qu'il y a quand même depuis maintenant quelques temps des difficultés d'organisation. Donc c'est vrai qu'on a quand même une grosse perte de vitesse en organisation de courses, on va dire élite. Chez les jeunes, un peu moins puisque c'est plus facile. Mais aujourd'hui aussi, c'est lié à deux choses. La première pour moi, c'est l'aspect financier. Avec l'aspect financier, il y a aussi maintenant toute cette charge de travail au niveau de la préfecture à remplir, les documents qui sont devenus un vrai parcours du combattant. Ouais. Et puis en deuxième temps, c'est les bénévoles. Voilà. Alors donc c'est vrai que nous, on a la chance d'organiser deux types d'épreuves. Une épreuve pour les tout jeunes qui est la Candy Cup, qui se déroule sur le circuit de Toulouse à Candy. Et la deuxième, c'est le Grand Prix de Sainte-Gabelle, trophée Cathy Moncassin, avec une nouveauté l'année prochaine, la Frédéric Moncassin Classique. Là, on a la chance d'être sur la commune de Sainte-Gabelle avec le foyer rural. Donc, c'est vrai que les bénévoles arrivent du club de cyclo. Mais aujourd'hui, dès qu'on veut organiser, on est tout de suite à 50, 100, 150, 200, voire 300 bénévoles. Ce sont des usines à gaz. Et aujourd'hui, dans ce monde un petit peu individualiste où si tu viens pas par la passion, en fin de compte, tu restes chez toi à regarder, même si je suis un passionné de Formule 1 et de MotoGP, tu préfères regarder quand le stade joue, regarder le match du stade, tu préfères regarder la télévision que d'aller filer un coup de main, ça peut s'entendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque part une perte de vitesse, il y a quand même quelques clubs qui sont encore en résistance, comme le GSC Blagnac Vélosport 31, et qui animent toute l'année des organisations. Justement, on le rappelle, tu es aussi le président d'un club historique qui est le GSC Blagnac Vélosport 31. Est-ce que tu peux nous le présenter, son historique, son palmarès, mais aussi ses objectifs à venir? Son historique, c'est un club qui a été créé en 1897, donc on clôturait quand même la 126e saison. C'est un club qui a toujours fait du haut niveau, notamment instauré par Georges Guay. C'est un club qui est réputé pour sa formation maintenant, puisque Cathy dirige quand même une des plus grandes écoles de cyclisme de France, avec 140, 160 jeunes selon les années de 4 à 14 ans. Et puis après, c'est vrai qu'on a une équipe donc U17, puisqu'on parle comme ça, comme les termes un petit peu fous. Under 17 ans. Voilà, c'est ça. Les moins de 17 ans, une équipe moins de 19 ans aussi, et puis notre équipe élite, et puis on a aussi notre centre de formation qui a été créé il y a 5 ans, et qui est basé au sein du Krebs de Toulouse, qui est un pôle cycliste qui accueille aussi des futurs athlètes de haut niveau et des athlètes de haut niveau qui sont là pour faire le double projet sport-études. Donc c'est un vrai club formateur. Pour répondre à la deuxième question, nos objectifs, c'est de continuer à former pour qu'un jour, tous ces jeunes formés au sein du club puissent intégrer les diverses équipes élites sur le rang national, et puis pour aller continuer à parfaire leur formation de futurs cyclistes, et pourquoi pas les voir un jour au plus haut niveau. Cathy, dans quelques mots justement de ton rôle de manager juste de ce club. Moi, mon rôle principal, c'est de m'occuper des enfants de l'école de vélo, qui ont d'ailleurs été champions d'Occitanie hier à Mazamet. Donc c'est vrai que c'est une première pour le club, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, ce sont des enfants qui évoluent avec plaisir, et voilà, ce sont des enfants qui écoutent bien, qui suivent les conseils et qui performent, voilà, au plus grand plaisir de tout le monde, mais sans brûler les étapes, parce que ça c'est quelque chose qui est important. La championite, c'est pas pour notre tasse de thé. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants s'amusent et qu'ils deviennent plus tard des futurs cyclistes aguerris, Voilà. Donc après, beaucoup de gestion aussi administrative. Voilà, après la vie du club en général. Et puis à côté de tout ça, je suis la vice-présidence de la Fédération française de cyclisme, donc comme tu l'as dit, en charge de la jeunesse, et voilà. Et là on est encore sur d'autres dossiers qui sont à un niveau national.
Voilà. C'est quoi ton quotidien de manager de ce club et puis en même temps de cumuler le rôle de ce que tu fais au niveau national? Le quotidien, il est très très varié. Il y a de la comptabilité, il y a du savoir rouler à vélo dans les écoles, il y a de l'organisation de team building au sein du club. Voilà. Après, il y a les entraînements du mercredi, du samedi, du dimanche, l'organisation de stages et voilà toutes les activités qui sont proposées au sein du club pour les enfants et puis les moins enfants, c'est-à-dire les U17 et U19. Et ensuite, il y a les élites. Mais bon, on a une super équipe d'encadrant et bon, ça se passe vraiment bien tout au long de l'année. Et puis pour conclure cette interview, ça sera une question pour vous deux. Quels conseils vous donnerez aux personnes qui souhaitent pratiquer le cyclisme en Occitanie? De venir nous rejoindre, tout simplement. Nous, on fait des essais gratuits tout le mois de septembre. Donc les enfants qui ont envie de venir s'essayer au cyclisme sont les bienvenus le mercredi à Blagnac et le samedi à Venerque. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer un petit peu, parce que faire du vélo, c'est pas forcément évident. Donc je sais pas, président ou Cathy. On a un pouvoir d'accueil que l'on souhaite, nous. D'abord, c'est accueillir les gens, parce que c'est aujourd'hui le professionnel d'aujourd'hui, ça a été le jeune qui a voulu découvrir un sport et qui s'en est passionné. Et en se passionnant, il en est devenu amoureux. Et en devenu amoureux, il a souhaité en faire son métier. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va d'abord accueillir déjà les enfants. On va leur faire découvrir tel ou tel sport, puisque le club, c'est aussi une structure pluridisciplinaire, route, piste, VTT, cyclocross et BMX. Donc on va leur faire découvrir un petit peu tout ça tous les samedis à tour de rôle. Et puis à un moment, il va prendre du plaisir. Et quand il va prendre du plaisir, après ça va partir tout seul. Mais non, il n'y a pas de choses extraordinaires en fait. Il vient avec son petit vélo et son petit casque et puis il essaye. Et si ça lui plaît, on sera là pour l'accueillir et l'accompagner. Il sera bien accueilli. Toujours. Merci. Un dernier petit mot, Cathy? Un dernier. Vive le vélo, vive le sport. Le sport, c'est la vie. Merci beaucoup en tout cas pour tous les deux pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation dans tous vos projets et rendez-vous donc le 26 juillet pour le début des Jeux Olympiques derrière nos cyclistes français. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Place à la chronique Sport Animation avec Patrick Charon. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, c'est la chronique sport et animation avec Patrick Charon, conseiller d'animation sportive départementale jeunesse, engagement et sport, SDJES 31. Bonjour et bienvenue Patrick. Merci, bonjour Nathan. Alors un rappel pour nos auditeurs, vous avez lancé dans le cadre du plan d'animation territorial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 le service départemental jeunesse, engagement et sport, SDJES 31, le comité départemental olympique et sportif, CDOS 31 et le conseil départemental de la Haute-Garonne ont élaboré le projet Sport Tour. Nous nous retrouvons donc quelques semaines plus tard, après le lancement de ce projet, alors qu'il y a eu déjà plusieurs actions menées sur le terrain. Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan de ce Sport Tour ? Oui, on est arrivé à la majorité des animations. On est un petit peu déçus que ça continue pas parce que ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs du monde sportif local. Et ce qui était sympa, c'est un petit peu de faire du réseau, de pouvoir discuter de comment on voyait les uns les autres l'avenir du sport. Des gamins et des adultes contents, avec pas mal de partage qui n'est pas souvent qu'on retrouve dans les clubs des clubs de sport, entre les parents et les enfants. C'était vraiment super agréable. Des publics scolaires assez captivés avec des activités qu'ils n'avaient jamais faites, comme l'escrime, la pelote basque. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Parce que j'en ai fait tellement que je ne me rappelle plus. On a fait aussi ce qui était intéressant. Je ne connaissais pas trop avec le comité départemental de sport en milieu rural. Ils avaient amené du matériel avec tout ce qui était ce qu'on appelle les jeux traditionnels. Il y avait du palais breton, du bowling, du molki. Et en toute autonomie, ils jouaient parents-enfants. Et c'est assez sympa. Et par rapport à ce que j'avais l'habitude, je pourrais dire, du sport traditionnel, ça m'a bien fait plaisir de voir que dans nos régions, on a encore des petits sports assez sympas où tout le monde est très intéressé.
Alors voilà, pour rappel, le Sport Tour visait à faire découvrir aux élèves de Haute-Garonne une variété d'animations sportives à l'occasion de rencontrer des sportifs de haut niveau, comme vous l'avez précisé, qui eux partagent leur expérience et leur expertise. 6 ateliers étaient proposés pour découvrir, donc l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime, handisport, le jump rose, qui est un enchaînement de mouvements à la corde à sauter, et le tir à l'arc. Quelles ont été les réactions des élèves et plus largement du public ? Alors, c'est pas évident à dire d'un coup de moi ce que j'en ai vu. C'était vraiment une découverte. Et la différence de quand on fait vraiment un sport, c'est que là, on les a laissés faire. En fin de compte, ils s'initiaient, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils étaient heureux parce qu'il n'y avait pas de règles. C'était pas imposé. Ils étaient en train de découvrir des nouvelles activités qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer tous les jours, ou peut-être qu'ils n'auraient jamais pu pratiquer. Donc, ils étaient heureux, les parents, les adultes aussi, parce qu'au départ, ce qu'on retrouve, donc on a fait une partie sport scolaire et une partie grand public. Et en fin de compte, ce qui est assez marrant à voir, c'est que les parents, ils poussent les enfants, va essayer ça, puis après, finalement, vous les retrouvez derrière, et puis eux aussi, ils font. Au départ, c'est un petit peu comme avec la carotte, quoi. C'est les enfants, allez voir, ça a l'air d'être intéressant. Puis finalement, on voit que les parents aussi sont intéressés et qu'ils font un bon moment de partage avec leurs enfants. Allez, merci Patrick pour ce petit retour sur cet événement. Donc on va rappeler les dates qui ont eu lieu et la date qui va avoir lieu pour ces différentes animations. Donc le mercredi 15 mai à Villemur-sur-Tarn, il y a eu le vendredi 17 mai à Rieux-Volvestre, le samedi 25 mai à Bagnères-de-Luchon et aura lieu le samedi 20 juillet prochain, l'événement à Revel. Donc. Tout à fait, donc on vous attend tous à Revel en même temps que le Festimante pour partager ensemble des activités sportives entre deux barbecues. Et voilà, pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du CDOS 31. Merci Patrick pour votre intervention dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour l'organisation de ce Sport Tour et rendez-vous le 26 juillet pour le début des Jeux Olympiques. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la Minute Olympique. À 38 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Aujourd'hui, nous faisons un immense bond dans le temps. C'est l'histoire de l'hymne olympique. Créé en 1896 lors des Jeux d'Athènes, 2 ans après la création du Comité international olympique. Il fut composé par Spyros Samaras, un célèbre compositeur grec de son époque, et écrit par le poète grec Kostis Palamas, considéré comme le plus important de sa génération. À eux deux, il figurait parmi les plus grands artistes grecs de la fin du XIXe siècle. Si l'hymne était présent lors des Jeux d'Athènes en 1896, cela n'a pas toujours été le cas les années suivantes. Lors des Jeux d'été ou d'hiver, ayant lieu entre 1900 et 1956, il n'y avait pas d'hymne, ou alors des hymnes différents de celui conçu par les deux artistes grecs. C'est lors des Jeux olympiques d'été de Rome en 1958 que l'hymne olympique originel fut adopté à l'unanimité comme hymne olympique officiel. À partir des Jeux de Rome et jusqu'à aujourd'hui, l'hymne de Samaras et Palamas fait partie du protocole des Jeux Olympiques. C'est la fin du match et de cette 54e émission. Retour au vestiaire pour des grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. C'est la fin du match de cette 54e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec Gauthier et Nathan. Et on débute du 16 au 21 juin de la natation et les championnats de France à Chartres. Du 17 au 23 juin, plongeon et natation, championnat d'Europe à Belgrade en Serbie. Du 18 au 24 juin, escrime, championnat d'Europe à Bâle en Suisse. Le vendredi 21 juin, football avec l'Euro 2024, les Pays-Bas affrontent la France. Et en rugby, en top 14, demi-finale, Toulouse-La Rochelle. Et le samedi 22 juin, rugby, top 14, demi-finale, Stade français, Bordeaux-Bègles. Du 21 au 23 juin, il y aura de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne à Catalunya. Et du 20 au 23 juin, cyclisme sur route, championnat de France, femmes et hommes. Et on conclut l'agenda le mardi 25 juin avec du football.
Euro 2024, la France affronte la Pologne. Et au programme de la semaine prochaine, ne ratez pas vos cibles. Le tir sportif, une discipline où la précision et la vitesse sont maîtres, sera à l'honneur. Il faut savoir que depuis les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, le tir sportif a conquis sa place avec des épreuves variées, comme le tir à la carabine, au pistolet et au fusil de chasse. À l'origine, réservé aux hommes, ce sport a ouvert ses portes aux femmes en 1984, marquant un grand pas vers l'égalité. Et aujourd'hui, les compétitions olympiques de tir incluent des catégories telles que le tir à 10 mètres à la carabine ou au pistolet, le tir à 50 mètres à la carabine et le skeet et trap pour les fusils de chasse. En deuxième mi-temps, vous êtes plutôt fleuret, épée ou sabre. Il va falloir vous décider rapidement car les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Sport de combat élégant et stratégique, l'escrime est l'une des disciplines fondatrices des Jeux Olympiques. Introduit dès les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, ce sport comprend effectivement 3 armes distinctes chacune avec ses propres règles et techniques. L'escrime olympique se distingue par son intensité et sa précision, mettant en avant des compétences telles que la rapidité, la stratégie et la dextérité. Les athlètes doivent non seulement maîtriser les aspects techniques de leurs armes, mais aussi faire preuve d'une grande capacité d'anticipation et de réflexion tactique pour déjouer les attaques de leurs adversaires et marquer des touches. C'est aussi le sport qui a remporté le plus de médailles au camp français, au pays de D'Artagnan. Un pour tous et tous pour un. Nul doute que nos équipes de France auront à cœur de briller. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Gaëtan Prime, Arnaud Dellapria, Patrick Charon et Didier Don pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la fin de cette 54e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à François Guillou pour son apport musical à la Minute Olympique. Merci à Inès Wifi, Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Charlie Bouissou pour la préparation de cette émission. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission pour son aide précieuse à la préparation et la réalisation de cette émission. Et merci à Laurent Garnier, producteur de l'émission Et si on parlait de sport. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.